Bonsoir à toutes et tous, toutes surtout. Il n'y a pas beaucoup de représentants de la gente masculine, c'est bien dommage vu le sujet. Vous voyez que je suis traduit en langue des signes, ce qui est aussi une décision de la ville de Genève de faire un maximum d'interventions publiques traduites. Vous savez, ceux qui ne me connaîtraient pas, Samy Canaan, je suis en charge du département de la culture et de la transition numérique, membre de l'exécutif de la ville de Genève, et co-organisateur avec mon collègue Alfonso Gomez de la semaine de l'égalité chaque année. Donc les bibliothèques municipales, vous trouvez ici la bibliothèque de la Cité, qui est la plus grande des bibliothèques municipales. Et donc les bibliothèques municipales co-organisent chaque année cette semaine avec le service Agenda 21 Ville Durable, qui est dans le département des finances, de l'environnement et du logement. Et chaque année, nous essayons d'aborder un sujet, et il y en a malheureusement quelque part plein, lié à l'égalité entre femmes et hommes. C'est chaque fois des enjeux conséquents. Cette année, c'est le travail. Alors à la fois le travail, ça nous parle, j'imagine toutes et tous, à un titre ou un autre. Et en fait, on va réaliser ce soir à quel point la question du genre reste encore cruciale, sensible, et qu'il y a encore, c'est le cas de le dire, un énorme travail à mener. Ces deux services travaillent ensemble. Pourquoi ? Parce que le service Agenda 21 Ville Durable est un service qui, en général, a la mission. Ville durable, c'est au sens large, la durabilité dans tous les sens du terme. Vous savez que la durabilité couvre la dimension écologique, bien sûr, sociale et économique. Et donc, au sens large, le service Agenda 21 couvre toute une série de thématiques dans l'action municipale qui touchent à la durabilité. Et ça couvre aussi les droits fondamentaux au sens large. Et donc, un des points forts du service, c'est les questions d'égalité des genres, d'égalité aussi, le respect des orientations au sens large de genre et d'orientation. Et donc, depuis de longues années, la ville de Genève s'engage notamment sur la question de l'égalité des droits, l'égalité vraiment au sens très large et complet du terme, entre femmes et hommes. Et les bibliothèques municipales, je suis toujours très fier de ce service, parce que c'est un service qui, au quotidien, rencontre beaucoup de gens. Peut-être c'est plus varié encore qu'un musée ou un théâtre. Beaucoup de gens viennent aux bibliothèques. C'est un lieu bienveillant, c'est un lieu qui, bien sûr, on pense tout de suite à l'emprunt de livres, mais en fait, c'est des lieux où il y a beaucoup d'activités et d'échanges. Et du coup, les bibliothécaires ont évidemment des connaissances, des capacités importantes de documenter les sujets. Et donc, chaque année, on publie une bibliographie très complète sur le sujet qui a été choisi pour la semaine de l'égalité. Donc, je réjouis de ces collaborations qui durent depuis de longues années. En cette année, le travail, examiné au prisme du genre, on pense d'abord au travail salarié, mais on sait très bien à quel point ce serait extrêmement réducteur de parler que de travail salarié. Parce que dans notre société, il y a énormément de travail gratuit, par choix ou par obligation, de bénévolat, de temps accordé au care, et évidemment extrêmement sous-évalué. Alors bien sûr, il y a les inégalités salariales pour les personnes salariées, mais au-delà de ça, il y a des inégalités beaucoup plus structurelles dans le monde au sens large du travail. Je pense que vous connaissez ce chiffre qui reste malheureusement d'actualité. En 2010, le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes avait estimé à plus de 80 milliards de francs le travail gratuit, bénévole, domestique et de care des femmes. C'est évidemment phénoménal et qui est largement encore insuffisamment reconnu. Ou pour citer le célèbre économiste Thomas Piketty, dans sa brève histoire de l'égalité, il rappelle que la part des femmes dans la masse salariale atteint à peine 38% en France en 2020, contre 62% pour les hommes, soit les hommes ont le double de pouvoir monétaire que les femmes. Et de nouveau, les indicateurs, on leur fait dire ce qu'on veut si on ne fait pas attention, ou si au contraire on a des intentions pas très transparentes. Parce que si on se contente de noter par exemple que l'écart de salaire et de 14% pour un poste donné, donc poste identique, on diminue largement l'importance et l'ampleur du problème, puisque l'un des principaux aspects des inégalités de genre est précisément qu'en moyenne, les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes postes, notamment en termes de hiérarchie et aussi de temps de travail. La ville de Genève est très active sur ces questions, déjà pour elle-même, parce qu'évidemment, si nous faisons des activités qui touchent au sens large la société, il faut toujours vérifier si nous-mêmes, on est, disons, aussi exemplaires que possible. Alors, on a encore fait récemment l'analyse en matière salariale pour le personnel municipal.
Les scores sont dans les minimums requis, c'est qu'on est à moins de, je sais plus, moins de 2% en tout cas d'écart. Ce n'est pas les salaires en fait, parce que dans l'encadrement par exemple, il y a beaucoup de femmes cadres et cadres supérieurs en ville de Genève, donc si on regarde les hiérarchies. Après, il y a des métiers qui sont encore principalement masculins, mais depuis quelques années par exemple, on favorise l'entrée de femmes à la voirie. C'était longtemps un service entièrement masculin. Ça a un changement culturel, c'est pas un enfer que de salaire, mais aussi quand on parle de travail, il y a aussi la culture, le climat de travail, le respect, enfin il y a plein d'éléments qui dépassent la question salariale, c'est le respect mutuel. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de services terrain qui historiquement sont très masculins. Par exemple, les gens qui s'occupent de nos espaces verts, qui se le font très bien, avec très très peu de femmes. Et encore, il y a quelques années, on nous a relayé des situations inacceptables en termes de sexisme, de machisme, de manque de respect. Donc, quand on parle de travail, c'est bien sûr aussi le climat de travail, le respect mutuel, et ainsi de suite, et des questions de la vie quotidienne entre collègues. Mais pour dire que les écarts, on a découvert que c'est parce que comme on a beaucoup de métiers terrain masculins, majoritairement, qui ont des indemnités de pénibilité ou d'autres types d'indemnités, du coup, c'est ça qui justifie principalement l'écart qu'on a encore marginalement de salaire au sein de la fonction publique municipale. On y travaille, donc je pense qu'on a toutes et tous la conviction qu'il faut travailler ensemble et surtout dire les choses, les expliciter, les documenter, pour qu'on ne puisse pas dire dans les sphères qui se décident, notamment dans les... On sait que le Parlement fédéral n'est pas très progressiste de nature, majoritairement, qu'il n'y ait plus d'excuses pour ne pas avancer sur ces enjeux. Donc, je vous souhaite un échange très riche et varié. Je vous remercie de votre présence, et notamment les intervenantes et intervenants. Je ne peux pas rester avec vous, parce que j'ai encore une suite de soirées, mais on me fera un résumé, et j'aimerais vraiment que ça nous nourrisse pour la suite du combat. Un grand merci et très belle soirée à toutes et tous. Merci, Monsieur Canaan. Bonsoir et bienvenue. Je suis Stéphanie Monet, je suis en charge de la coordination de la semaine de l'égalité en ville de Genève pour le service Agenda 21 Ville Durable, avec mon collègue Paul Guidoni des bibliothèques municipales. Je voulais vous dire encore quelques mots sur le programme de cette semaine de l'égalité qui a commencé le 2 mars dernier et qui va durer jusqu'à dimanche 12 mars. Donc on a encore quelques événements qui vous invitent à vous pencher sur les diverses dimensions des inégalités économiques entre les genres. Notamment, demain, à 18h, on aura le vernissage de l'exposition intitulée « Ni paillasson, ni ange au foyer, ni mégère, lutte pour le salaire au travail ménager à Genève », élaborée par la bibliothèque Filigrane en collaboration avec les archives contestataires, et qui revient sur ce mouvement international qui a été aussi actif à Genève dans les années 1970 et qui revendiquait un juste salaire, une juste rémunération pour le travail de reproduction effectué et assuré majoritairement par les femmes. Donc au programme, on aura des visites commentées, un apéritif et le lancement d'une brochure qui rassemble 3 textes en lien avec ce mouvement et ses revendications. L'exposition, elle sera aussi visible au-delà de la semaine de l'égalité jusqu'au 5 avril, donc je vous invite à vous rendre à la bibliothèque Filigrane. On aura ensuite tout un week-end d'activités ici à la bibliothèque de la Cité, avec samedi matin un atelier d'écriture créative animé par l'association Décadré, qui vous invitera à repenser les inégalités économiques au prisme de l'imaginaire, notamment avec le genre de l'utopie et de la dystopie féministe. Par contre, l'atelier il est complet, donc si vous en entendez parler que maintenant, trop tard, peut-être pour eux. Mais il y aura d'autres dates à venir. Continuez à suivre le programme et l'agenda des bibliothèques municipales. Samedi après-midi, on enchaînera avec une rencontre littéraire à l'occasion de la sortie de l'ouvrage d'Edwige. On va discuter avec elle et de son éditrice de Paulette Édition, Noémie Schaub, des enjeux et difficultés économiques autour de la réalisation d'un livre, notamment quand il est écrit et ou édité par des femmes ou des personnes LGBTIQ+. Et enfin, dimanche 12 mars, place au jeu. Donc vous pourrez découvrir ici même un jeu de société spécialement créé pour la Semaine de l'égalité et qui revisite les luttes féministes passées et actuelles sur la question de l'argent et du travail. Donc vous avez toutes les informations nécessaires dans le petit programme, dépliant programme et sur le site de la Semaine de l'égalité. Et puis, comme l'a dit déjà M. Canaan, en collaboration entre le service Agenda 21 Ville Durable, les bibliothèques municipales, mais aussi la bibliothèque Filigrane et les bibliothèques de l'Université de Genève, on édite cette bibliographie.
donc bibliographie égalité, intitulée pour cette édition « Le patriarcat passe à la caisse ». Donc elle propose pas moins de 240 références, des pistes de lecture non stéréotypées sur les diverses dimensions relatives aux inégalités économiques entre les genres. Donc des références issues de ces riches collections de ces 3 bibliothèques. Et cette bibliographie, comme l'emprunt dans ces diverses bibliothèques, vu qu'on parle d'argent durant cette semaine de l'égalité, c'est gratuit, donc il faut en profiter. Je voulais finir en remerciant l'ensemble de nos partenaires sans qui ce programme ne serait pas aussi riche et cette bibliographie ne serait pas aussi dense. Donc on a eu le plaisir de travailler avec le service égalité et diversité ainsi que les bibliothèques de l'Université de Genève, la bibliothèque Filigrane et F Information, le réseau Femmes, les archives contestataires, Décadré, le deuxième observatoire, l'association Oscillogie, le bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences, le département de l'instruction publique et le département de l'économie et de l'emploi du canton de Genève. Pour ce soir, merci aux intervenants et intervenants d'avoir accepté notre invitation. On se réjouit beaucoup de vous entendre et on remercie encore toutes les personnes investies dans l'organisation de cette soirée, que ce soit à la technique, à l'interprétation en langue des signes et à la verrée qui suivra cette discussion. Merci également à Laurence Di Félix, journaliste de la RTS, d'avoir accepté de modérer cette discussion. Et on vous souhaite une bonne soirée et on laisse tout de suite la place à la comédienne Marie-Ève Musy, comédienne et autrice, pour une intervention un peu plus décalée sur la question des inégalités économiques et tirée de son spectacle des genres. Donc bonne soirée, merci beaucoup. Vous avez aussi un QR code avec un sondage pour savoir comment vous avez entendu parler de cette soirée de la Semaine de l'égalité. Si vous avez un peu de temps, volontiers, si vous pouvez y répondre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, je laisse la place. On laisse la place. Merci beaucoup Stéphanie Monet pour l'introduction. Merci aussi à la ville de Genève pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. Je suis contente aussi que le public soit mixte parce que mardi, en fait, j'ai fait une intervention avec un public 100% femmes. Et alors, je trouve ça génial, hein, vraiment, elles étaient incroyables. Mais l'horaire était bizarre. Apparemment, quand l'assemblée est 100% féminine, la prestation a lieu le matin, avec un réveil à 5h du mat et essai technique à 7h30. Voilà. Donc je préfère l'horaire des publics mixtes, quoi. Bref, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert la Via Ferrata. Niveau difficile alors que j'en avais jamais fait. Il y avait des traces de sang le long de la paroi rocheuse que les personnes précédentes avaient laissée. Le mois dernier, j'ai éteint un incendie chez moi. La prise de mon salon avait explosé. Et récemment, j'ai expérimenté les dates. C'est clairement le truc que j'ai trouvé le plus effrayant. J'avais très envie d'être en couple, je cherchais un truc sérieux. J'ai un peu galéré. C'est marrant parce que à 20 ans, j'avais pas envie de m'engager, il y avait plein d'hommes. Et des années plus tard, quand je me sens prête à vivre une belle histoire d'amour, il n'y a plus un chat. Bref, les dates. Ou, pour les romantiques de la salle, les rendez-vous galants. Ah non, il n'y a pas de musique. Gommage sous la douche, masque pour les cheveux, lotion hydratante sur tout le corps. On choisit une tenue avec soin. On travaille le maquillage et la coiffure. La veille, on a mis du vernis sur les mains et sur les pieds. On s'est épilé les sourcils, la moustache, les aisselles, les avant-bras, le maillot, les jambes, les orteils, les tétons. C'est long. Même en enlevant l'épilation du maillot et celle des tétons qui ne sont pas nécessairement effectuées lors des premiers dates, la préparation reste conséquente. Les hommes de la salle, pour que vous compreniez bien, sa durée est comparable au temps passé à remplir une déclaration d'impôt. Et l'argent investi, qui triple si on choisit les soins en institut. Tu m'étonnes que les hommes paient le restaurant après. En fait, ils nous remboursent simplement une partie de la préparation physique, c'est tout. Je précise une partie, parce que même en choisissant un resto gastronomique, les étapes pour se faire belle coûtent plus cher. J'ai une pote, Nathalie, qui déteste les dates. Le pire, c'est le restaurant. Quand je veux payer ma part, c'est toujours le bordel.
Le mec refuse, j'insiste. Il refuse. La dernière fois, il voulait tellement pas me laisser payer, on en est venu aux mains. Ah ouais, quand même. Mais sinon, t'as pensé à accepter qu'on t'offre le dîner? Ah non, impossible, dégueulasse, dégueulasse. Nathalie est une bonne copine. Je ne comprenais pas cette discussion. Je sentais qu'un élément me manquait. Alors j'ai creusé. Une fois, un homme l'a invitée au resto et lui a clairement montré qu'en échange, elle devait coucher avec. Le type a mis une telle pression sur Nat, elle s'est jurée de ne jamais revivre ça. Fini. Jamais. Stop. Elle ne savait pas que le type était un gros lourd. Un violeur, en fait. Il a réussi à lui faire croire que c'était normal de coucher pour rembourser la bouffe qu'on vient de te payer. Par la suite, Nathalie a refusé toutes les invitations au resto, même celles qui provenaient de gentils garçons. Il suffit d'un gros lourd pour bousiller la réputation de 10 gentils garçons. C'est pour ça que si t'es un gentil garçon et que t'as un pote gros lourd, ça vaut la peine de lui dire d'arrêter de faire le con. Alors moi, j'étais pas préparée à ça. J'étais pas préparée au harcèlement de rue. À 30 ans, il y a plein de choses auxquelles j'étais pas préparée. Pour que vous compreniez bien d'où je viens, j'ai le papa le plus gentil du monde. J'ai été très mal habituée. Non, je dis pas ça parce que c'est mon papa. Je pense sincèrement que le geste le plus féministe que ma mère ait jamais eu est le choix de son mari. Enfant, j'avais un modèle de père idéal qui s'occupait du 50% des tâches ménagères au moins, cuisinait, gérait toute l'administration, s'occupait de mon frère et moi et traitait ma mère comme une reine. Je ne savais pas que c'était pas la norme. Certains hommes ne font pas la différence entre maladresse et agression. Un peu brutal la transition. Ouais. Non mais pas d'inquiétude, hein, je vais arrêter de parler d'agression. Focus sur les inégalités économiques qu'on a dit. Très bien. Les assurances complémentaires. Merci pour la précision, monsieur Guidoni. Je n'étais pas préparée non plus à payer ma complémentaire 25% de plus que mon frère. Ils font des promos spéciales pénis. Non, pas toutes les complémentaires ne pratiquent la discrimination femmes-hommes, mais par exemple... non, je ne vais pas commencer à balancer la CSS, groupe mutuel, Visana, EGK, ça ne se fait pas. Dans le lot, il y a même une assurance qui va jusqu'à faire payer les femmes 80% plus cher que les hommes. Laquelle ? Non, je balance pas. Ils sont fous, EGK. EGK, pas y aller. Quels sont les assurés qui restent chez eux ? Ils ne doivent pas être au courant, les gens. Moi-même, je l'ai appris par hasard grâce à une de mes amies sur le point d'accoucher. Elle ne voulait pas connaître le sexe de son enfant avant la naissance pour garder la surprise. La vraie surprise, elle l'a eue en demandant un devis. Bien sûr, madame, je vous envoie le devis. Comme on ne sait pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, je vous envoie le devis fille. Oui, si c'est une fille, vous payerez le prix indiqué. Si c'est un garçon, encore mieux, vous payerez moins cher. Je comprends pas. C'est simple, on n'aime pas envoyer le devis garçon parce que si tout à coup c'est une fille et qu'il faut payer plus cher, les parents s'énervent. Non, ma question c'est pas ça, ma question c'est pourquoi est-ce que je devrais payer plus cher si c'est une fille? Ah ça, madame, vous pouvez respirer, c'est tout simplement à cause du gynécologue. On parle d'un nouveau-né là. Même si c'est une fille, elle n'ira jamais chez le gynécologue avant minimum 12 ans. Moi-même, j'ai eu mes règles à 16 ans. Ah oui, c'est tard. Non, mais c'est pas une histoire d'âge des règles. Les femmes n'ont pas à assumer seules la perpétuation de l'espèce humaine. Madame, calmez-vous, vous n'êtes pas encore assurée et vous risquez de nous faire un prématuré. Je suis très calme. Ne vous inquiétez pas, madame. Si ça se trouve, vous attendez un heureux événement. Un garçon. Allez, au revoir. Bon, je rassure tout le monde. Mon ami a eu un garçon. La discrimination est encore bien présente, et en tout petit dans les contrats. Donc, je comprends qu'on nous dissimule la vérité. L'école ne m'a pas appris que notre société avait ce genre de pratique. Et pourtant, j'ai bien tout écouté en classe. Enfant, j'étais une petite fille modèle. Il était une fois une petite fille aux longues anglaises châtains. Elle était polie, écoutait la maîtresse, toujours à l'heure. Elle était si obéissante et parfaite
que ses parents étaient les plus fiers parents du monde. C'était crevant. Non, ben c'était crevant. J'étais obsédée par un idéal de perfection à atteindre. Une idée fixe qui s'est prolongée durant toute mon adolescence, puis jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à mes 25 ans, jusqu'à mes 30 ans. Et là, j'ai pris une de ces claques. Mais je n'avais pas compris. Je pensais qu'il suffisait d'être parfaite et qu'un homme viendrait me sauver. De quoi, je ne sais pas. J'avais cru la société. À 5 ans, quand j'écorchais mon genou dans le préau de l'école, la maîtresse venait me sauver. « Allez, on se met en rang, 2 par 2. » Non, 2 par 2, j'ai dit. « Oh, ma pauvre chérie. Oh, tu pleures. Oui, c'est normal, hein, ça fait mal. Hein. Attends, je souffle. Allez, viens avec moi, on va te soigner. » Alors que quand mon ami Marco tombait, « Allez, on se met en rang, 2 par 2. » Non, 2 par 2, j'ai dit. « Oh, mon pauvre chéri. Oh, tu pleures. Non, non, arrête. Non, mais c'est pas grave, ça arrive, allez, relève-toi. Sois fort et courageux, comme Hercule. » On le faisait se relever seul. À 5 ans, un petit garçon n'est pas plus balèze qu'une petite fille. Et pourtant, les garçons de ma classe apprenaient l'indépendance pendant que les filles, on apprenait à être en sucre. Si on habillait les petits garçons comme on habille les petites filles, est-ce qu'ils joueraient au foot dans la cour de récré? Avec une jupe et des ballerines, on verrait leur slip les 3/4 du temps. Ils n'arrêteraient pas de glisser sur leurs petites ballerines qui patinent. Et ils auraient tous un œil au beurre noir. Parce qu'à chaque tir, une ballerine giclerait. Et la grammaire qu'on leur enseigne en classe. Comment une écolière pourrait rêver d'un poste de pouvoir quand elle apprend que le masculin l'emporte toujours sur le féminin? Sans compter que la forme féminine de certains métiers a été simplement éradiquée au XVIIe siècle. Fini les officières, les philosophesses, les mairesses. Les femmes ont bien pris note, hein, si on se réfère au pourcentage de places qu'elles occupent dans ces domaines. Parmi les métiers les mieux payés en 2022, on trouve, je cite, directeur des finances, développeur web, médecin. Est-ce que la personne qui a rédigé cette liste a oublié d'écrire en langage épicène? Ou les directrices des finances et les développeuses web ont été omises volontairement, étant donné qu'elles gagnent moins que leurs collègues masculins? J'ai un doute. Ouais. Je sais pas. J'ai lu que le cerveau était une matière qui évolue tout au long de la vie et qui est influencée par l'environnement extérieur. Il existe plus de différences entre 2 cerveaux masculins qui ont évolué dans des environnements différents qu'entre un cerveau masculin et un cerveau féminin qui ont évolué au même endroit. Ce qui voudrait dire que les différences comportementales entre femmes et hommes sont en majeure partie fabriquées par la société. Pourquoi on fait ça? Les hommes pleurent aussi. Les femmes se masturbent aussi. J'ai failli appeler mon intervention de ce soir comme ça. Et puis on m'a rappelé que le thème était les inégalités économiques. Aux hommes de la salle qui ont appris, petits garçons, à ne jamais pleurer. « Allez mon fils, lâche pas! Lâche pas! Lâche pas! T'as des ampoules aux pieds! Tu veux manger un truc? Non! Pas de pause dans l'entraînement !» Vous pouvez dire ce que vous ressentez. Ça permettrait de faire baisser votre taux de suicide. Pour l'instant, il est 3 fois plus élevé que celui des femmes. 2 causes principales expliquent ce chiffre: le refus de se confier et la pression d'une réussite économique. Alors bon, personnellement, je me fiche que mon homme soit riche. Ma plus belle histoire d'amour a eu lieu avec un auteur de bande dessinée. Et puis, non, les BDistes ne gagnent presque rien, à part le père de Titeuf, évidemment. C'est une exception. Et ce n'était pas lui, voilà. Bref, on s'écarte. Les postes à haute responsabilité peuvent être partagés. Ça permettrait de répartir la pression. Moi, je serais heureuse qu'on dise de moi: cette femme a une sacrée paire de verres. Et dernier détail important, apparemment, il faut le préciser, c'est pas parce que vous gagnerez moins d'argent qu'on n'aura plus besoin de vous. Hein. Il se cache, parce qu'en fait, il y a tellement peu d'hommes que je suis obligée de toujours prendre le même. Non, c'est pas parce que vous gagnerez moins d'argent qu'on n'aura plus besoin de vous. La plupart des êtres humains auront toujours besoin de se sentir uniques auprès de quelqu'un. Voilà, je vous laisse sur cette note d'amour qui peut-être adoucira le débat un peu plus matériel qui va suivre. Je laisse la parole à Laurence Di Félix et ses invités. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée. Merci beaucoup.
Cette entrée en matière va peut-être donner le ton de notre rencontre. 4 personnes donc autour de notre petite table pour évoquer cette question des inégalités salariales. On va rester plus focus sur les enjeux économiques que ce que vous l'avez fait. On va essayer de comprendre dans quelle mesure ces inégalités existent, comment on peut les expliquer, quelles sont les mesures pour remédier à tout ça et quel est encore le long chemin peut-être à parcourir pour réduire ces inégalités. On échange pendant à peu près 3/4 d'heure et puis ensuite on ouvre la parole. Donc si vous avez des questions tout au long de cette discussion, mémorisez-les ou écrivez-les sur un petit papier pour être sûr de ne pas les oublier. On aura quand même une 20aine de minutes à la fin pour vous écouter. On commence par les présentations. Allez, de loin à ici. Morgane Conny. Bonjour, vous êtes professeur ordinaire à la Haute École de Travail Social à Lausanne, spécialiste des questions de travail des femmes et de la précarité aussi féminine. À côté de vous, Gilles Mélan, qui vient du Bureau fédéral de l'égalité à Berne. Actuellement, vous êtes spécialiste là-bas, spécialisé dans les aides financières. Vous nous expliquerez ce que c'est. Anne Fritz, vous êtes membre du collectif de la grève des femmes. Ça se voit à votre petit badge. On vous entendra un peu avec 2 casquettes parce que vous êtes aussi secrétaire syndical au site et donc vous avez aussi un regard syndicaliste sur cette question. Et puis à côté de moi, Sylvie Makela, patronne des... On peut dire comme ça ? Ça pose tout de suite. Patronne entrepreneuse, fondatrice et responsable des salons de coiffure Tribu Urbaine à Genève et à Lausanne et vice-présidente du festival Black Helvetia. Voilà pour les présentations. J'aimerais qu'on commence d'abord par les chiffres. On a dit qu'on allait les expliciter, donc faisons-le. Hier, les journaux étaient truffés de chiffres pour le 8 mars, avec ce chiffre qui fait toujours un peu bizarre, 18% d'inégalité salariale. C'est un chiffre qui est sorti en novembre de l'année passée, qui devrait nous réjouir parce qu'une année avant, c'était 19% d'inégalité salariale. Donc, on a pu lire ça. Et un autre chiffre à côté de ce 18%, c'est 47,8% de ces différences qui semblent inexpliquées. C'est sur ces 2 chiffres que j'aimerais d'abord qu'on puisse s'arrêter. Peut-être même avant de s'y arrêter, j'aimerais vous entendre, Morgane, sur cette question des études sur ces différences de revenus. Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités de quantifier ? Est-ce que, par exemple, vous, à la Haute École de Travail Social, c'est sur des chiffres que vous travaillez ? Alors, ça marche bien ? Vous m'entendez bien ? OK. Alors, oui, il y a beaucoup d'enquêtes sur les chiffres. L'OFS en fournit toute une série qui seront sans doute explicitées après par mon collègue Gilles. À la Haute École de Travail Social, quelques collègues font des statistiques, mais beaucoup travaillent avec des données qualitatives. C'est-à-dire qu'ils mobilisent les enquêtes qui ont été faites par d'autres. Et puis après, en fait, ils vont rencontrer les personnes pour comprendre en fait leur situation de vie. Et moi, je fais ce type d'enquête-là. C'est-à-dire que je suis vraiment pas une quantitativiste, en fait, mais je m'intéresse aux situations des personnes, à leurs histoires de vie, à la manière dont elles arbitrent des fois entre des choix pas faciles, souvent difficiles même, entre un travail rémunéré, de l'aide sociale, des pensions alimentaires qui ne sont parfois pas payées, enfin, ce type de choses-là. Donc, c'est bien légitime que je pose la question des chiffres à Gilles, puisque vous les possédez, ces chiffres, 18% et 47,8% d'inexpliqués. Quelles sont les variables en fait, qu'on prend en compte pour dire s'il y a inégalité salariale ou pas ? Oui, bonsoir. Alors, vraiment, c'est l'OFS donc, qui produit ces données pour la statistique nationale. Nous, au Bureau fédéral de l'égalité, on les reçoit comme vous. On n'a pas beaucoup d'emprise. On a des groupes de travail pour discuter justement de ces résultats. Quand vous dites qu'ils les reçoit, c'est qui les envoie ? C'est de la tâche de chacune des entreprises d'envoyer chaque année ces chiffres à l'Office fédéral des statistiques. C'est un de leurs devoirs d'ailleurs. Et donc, dans cette part expliquée, on a vraiment les caractéristiques qui sont liées à l'individu, qui viennent expliquer une partie, qui sont des variables définies comme objectives, donc qui n'ont pas de part discriminatoire dedans. C'est par exemple le niveau de formation, on a l'ancienneté aussi qui vient en ligne de compte, et les années d'expérience professionnelle potentielle.
Et on a aussi d'autres variables qui viennent expliquer cette différence, qui sont là plutôt liées à la fonction ou au poste. Et c'est notamment le niveau de compétences requis pour le poste ou alors le niveau hiérarchique, donc la position professionnelle de la fonction. Donc ça veut dire que ces 18%, c'est juste pour être sûr de comprendre, si toutes les femmes travaillaient à plein temps et tous les hommes travaillaient à plein temps, dans la masse salariale réelle, dans les salaires touchés par les individus, il y a 18% de différence. C'est ça que ça veut dire? Alors c'est toujours compliqué un petit peu d'exemplifier concrètement cette différence, mais ce qui est sûr, c'est que ces 18%, si des femmes travaillaient comme des hommes, ce serait une part qui serait dans leur porte-monnaie et aussi de leur famille. Et voilà. Et alors, les variables inexpliquées, 47,8%, qu'est-ce qu'on pourrait glisser là-dedans, qu'est-ce qu'on peut imaginer justifier cette part? Alors, elles sont considérées comme... Finalement, cette différence est considérée comme potentiellement discriminatoire. Actuellement, on ne l'explique pas autrement que par le genre. Mais dans les faits, il y a justement des stéréotypes de genre qui interviennent dans la façon de fixer le salaire d'entrée, par exemple, dans l'accès aussi aux augmentations salariales ou aux promotions de carrière. C'est vraiment une de ces parts de pistes qui peuvent expliquer, mais c'est vraiment fondé sur le genre. C'est la piste principale, finalement. Peut-être qu'on peut... Sylvie, alors, je vous donne la parole. Ce geste était ferme. Non, je voulais juste dire que par rapport aux différences de ce qui est objectif et ce qui est subjectif, même dans la différence objective, quand on parle d'expérience, d'années de travail, de formation, il y a aussi une part subjective de qu'est-ce qui est pris en compte dans les années d'expérience. Et là aussi, on a des inégalités parce que finalement, est-ce qu'on prend en compte les années de maternité ou pas? Est-ce qu'on prend en compte les compétences que les femmes développent quand elles pratiquent des tâches qui ne sont pas rémunérées? Et là, en fait, c'est objectif et pas tout à fait, à mon sens. Vous nous avez parlé de cette notion d'expérience professionnelle potentielle, c'est justement ça? Oui, exactement. Je ne suis pas économiste, donc c'est en discutant aussi avec mes collègues spécialisés au sein du Bureau fédéral de l'égalité que j'ai aussi eu besoin un petit peu, à un moment donné, d'être aidé pour mieux comprendre cette variable. Au fait, la régression statistique va prendre en compte l'expérience professionnelle potentielle qui est calculée sur l'âge d'entrée sur le marché du travail en fonction de la formation la plus haute obtenue. Donc on est censé aplanir la question de l'arrêt ou de la baisse liée à la maternité. Que ça ait cet effet. Ouais. Donc ça, c'est dans les 52% de facteurs expliqués, et donc c'est pas tout à fait une raison qui peut nous expliquer les 47%. Je pense pas. Anne-Fritz, vous avez un regard syndical. Vous aussi, vous voyez beaucoup de femmes qui ont des très bas revenus. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons principales, c'est quand même aussi la valeur qu'on donne tout simplement au travail des femmes. Donc, justement, on avait M. Canaan avant qui parlait de la pénibilité des travailleurs de la voirie. Donc là, effectivement, la pénibilité, elle est reconnue. Par contre, est-ce que les travailleuses du nettoyage, on reconnaît leur pénibilité? Non, c'est pas le cas. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à Genève, elles sont payées au salaire minimum légal. Donc, aussi, par rapport à l'évaluation des différentes fonctions, en fait, quel devrait être le salaire des gens, par exemple, dans les grilles de l'État, par exemple, comme exemple, État employeur qui devrait être exemplaire, on va voir que, en fait, les compétences dont aussi Sylvie parlait, par exemple, d'être en contact avec le public, les compétences relationnelles ou quand on doit prendre soin des gens, etc., c'est pas des compétences qui vont être valorisées à leur juste valeur et puis qui donc seront aussi rémunérées correctement. Et puis donc, donc il y a des secteurs de travail féminisés où il y a beaucoup de femmes qui sont dedans, justement c'est ces métiers-là qui auront des salaires juste beaucoup moins hauts que ceux que les hommes. Vous parlez de la pénibilité. La pénibilité physique, elle est prise en compte, plus ou moins, puisque vous mentionnez les travailleuses, par exemple les nettoyeuses. La pénibilité psychologique ou la pénibilité liée à des horaires irréguliers, par exemple, ça, même l'employeur modèle qu'est la ville de Genève le prend assez peu en compte. Oui,
Oui, voilà, on voit ça dans les métiers de soins notamment, enfin à l'hôpital, etc. Il y a, dans les cahiers de revendication de la grève féministe de 2019, par exemple, il y avait déjà ça comme revendication, et puis comme ça n'a toujours pas été mis en œuvre correctement, ça va très probablement aussi l'être en 2023. Sylvie Makela, j'aimerais vous entendre en tant que patronne, parce que vous, déjà, nous dire à quoi ressemble l'entreprise que vous avez, combien d'employés, hommes, femmes? Alors moi, j'engage quasi exclusivement des femmes parce que je gère 2 salons de coiffure, un à Lausanne, un à Genève. C'est intéressant dans la valorisation du travail parce que finalement, mes coiffeuses, elles ont des CFC, donc 3 ans d'études. Elles font un peu de chimie parce qu'elles font de la coloration. C'est assez pénible aussi la coiffure parce qu'il y a en tout cas... Alors, on ne fait pas beaucoup de brushing, mais quand on fait des brushing, il y a pas mal de tendinites qui arrivent. Elles sont toujours debout. Elles font des shampoings dans des positions qui ne sont pas forcément confortables. Mais c'est vrai, quand je prenais l'exemple du mécanicien tout à l'heure, elles sont payées à l'entrée, je pense, quasi 1000 francs de moins qu'un mécanicien. Et ça, par exemple, je ne comprends pas. Qui a fait le même nombre d'années d'études. Qui a fait le même nombre d'années d'études. Et là, en termes de pénibilité, il y a aussi un rapport avec des produits chimiques pour les coiffeuses, par exemple, les shampoings, etc., oui, complètement. Qui rendent le métier potentiellement assez dangereux, oui. Des risques d'allergie. Oui, et puis aussi l'écoute. On parlait de tout le soin qui n'est pas rémunéré. Les coiffeuses, c'est des personnes qui écoutent, qui parlent, à qui on confie beaucoup de choses. Et tout ça, c'est pas du tout valorisé sur le marché du travail, j'ai l'impression. C'est vous qui fixez leur salaire? Non. Vous êtes leur patronne? Non, c'est pas moi qui fixe leur salaire, mais alors dans la coiffure, il y a une CCT qui fixe les salaires minimaux. Et puis, nous, on propose des salaires qui sont un peu plus élevés que la CCT. Mais pour vous donner vraiment une idée très concrète, une coiffeuse qui a un CFC, qui a fait 3 ans qui a eu 3 ans d'études, elle commence, le salaire minimum est à 3 800 francs. Et puis, une coiffeuse qui a 10 ans d'expérience, son salaire minimum, selon la CCT, est à 4 050 francs. Donc ça, c'est le salaire minimum. Et nous, chez Tribu Urbaine, alors la coiffeuse qui rentre, elle est également à 3 800 francs, et la coiffeuse qui, à partir de 5 ans d'expérience, est à 4 450 francs. Mais ça, c'est juste le salaire minimum genevois. Donc ça veut dire que quand on a des coiffeuses qui travaillent sur Genève et sur Lausanne, il y a aussi une différence, parce que la coiffeuse sur Genève, qui a juste 3 ans d'expérience, elle est normalement payée 4 450 francs, alors que sa collègue sur Lausanne est 3 800 francs. Donc c'est aussi compliqué à gérer au sein comme patronne. Vous qui êtes consciente de ces enjeux, qu'est-ce qui vous empêche finalement de dire je sais que la pénibilité, l'expérience, l'écoute, le risque psychologique que ça représente d'entendre des gens râler toute la journée, etc., vaut un salaire à 5 500 ? Qu'est-ce qui vous empêche ? Le modèle d'affaires. Parce que si je voulais payer les coiffeuses 5 000 francs, disons, je me dis, ah oui, je pense que la valeur du travail coûte 5 000 francs. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que la planification ferait que, je ne sais pas, aujourd'hui, on a déjà un panier moyen relativement élevé, parce qu'on a des prix relativement élevés chez Tribu Urbaine. Il est à 115 francs, le panier moyen. Mais j'imagine que le panier moyen, c'est ce que dépense en moyenne une cliente qui vient chez Tribu Urbaine. Et j'imagine qu'il faudrait un panier moyen autour des 200 francs. Et là, ça bloque. Là, on rejoint la question des préjugés et de se dire on est OK de payer un mécanicien ça, mais on n'est pas OK de payer une coiffeuse ça. Non. Parce que j'imagine que dans l'imaginaire des gens, c'est quelque chose d'un peu normal. Elles font ça parce qu'elles sont passionnées. Et puis qu'elles... Oui, elles font ça, mais comme les mécaniciens font ça parce qu'ils sont passionnés. Gilles Mélan, la base légale, elle stipule qu'il faut un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et on se rend bien compte que cette histoire de valeur, elle est centrale. Comment est-ce qu'on calcule la valeur d'un emploi à vos yeux au Bureau fédéral d'égalité? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, on met à disposition des entreprises à partir de 50 un outil qui utilise une régression statistique où là, on peut, sur la base de ces variables objectives, vraiment comparer les différentes fonctions de l'entreprise sur la base de ces variables et vraiment définir une valeur qui ensuite sera utilisée pour des comparaisons de salaire.
Et aussi pour les plus petites entreprises depuis 2020 maintenant, si je ne dis pas de bêtises, il y a un module aussi pour les plus petites entreprises qui n'existait pas avant et où on voit aussi que c'est là souvent quel enjeu vraiment de pouvoir définir quelle est la valeur des différentes fonctions ou des différentes personnes finalement que j'ai dans mon entreprise. Et dans les petites entreprises, souvent, il n'y a pas de système salarial qui existe. C'est un petit peu... voilà, je m'entends bien avec Pascal ou Martine, je ne sais pas. Je mets un salaire XY, j'exagère bien sûr un peu, mais ce module, justement, permet aussi de voir la valeur qu'on peut attribuer sur la base de la pénibilité psychologique, pénibilité physique, du travail qui est réalisé par ces personnes. Des années de formation aussi? Oui, aussi. Toutes celles que j'ai mentionnées avant sont aussi comprises pour les petites entreprises. Morgane, par rapport à cette question de la valeur du travail, qu'est-ce qu'on peut objectiver ou observer quand on fait les entretiens que vous menez, vous, avec vos panels d'études? Oui, j'aimerais juste revenir sur la question de la valeur du travail. Je pense que ce qu'a dit Sylvie avant, qu'est-ce qu'on est d'accord de payer, qu'est-ce qu'on considère comme étant un service utile à la société, bien évidemment, ça ne dépend pas que de la formation, ça ne dépend pas que des compétences qui sont mobilisées, mais c'est bien évidemment ce que la société reconnaît comme valorisé ou valorisant, en fait. Et donc, c'est un rapport social. Et donc, c'est un rapport social dans lequel les femmes sont depuis très longtemps perdantes, en fait, puisque en fait, on ne reconnaît pas, ce qui a été dit, la pénibilité des activités typiquement féminines. Écouter l'autre, prendre soin de l'autre, porter attention, faire des gestes de soins. La différence entre une infirmière HES, 3 ans d'études, ou un ingénieur, 3 ans d'études HES, aussi, elle est très parlante, c'est plus que 1000 francs par mois. Donc on est vraiment sur... c'est pas la question des compétences, c'est pas la question des niveaux d'études, c'est en gros ce que la société crédite comme valeur aux tâches qui sont effectuées. Et donc, c'est un rapport social. Et dans ce rapport social-là, en fait, les femmes sont les grandes perdantes, si je peux dire ça comme ça. Quand on prend les chiffres nets, et ça, c'est aussi très important de prendre les chiffres nets, quand on regarde combien les femmes touchent de salaire à la fin du mois, en fait, il ne faut pas oublier, c'était marqué dans l'appel d'aujourd'hui, que 60% des femmes actives dans ce pays gagnent moins de 4 000 francs par mois. 60% des femmes actives dans ce pays gagnent moins de 4 000 francs par mois. Concrètement, et une partie d'entre elles, 14% d'entre elles, travaillent à plein temps. Et donc, le problème, et moi je dis toujours ça, le problème, c'est pas que les femmes, elles manquent de travail, ça a été dit avant, les femmes, elles travaillent dans leurs entreprises, dans leurs institutions, au foyer, donc elles ne manquent pas de travail, juste elles manquent d'argent. Elles manquent d'argent, en fait, parce que la valeur qu'on accorde à leur travail, en fait, n'est pas identique, n'est pas similaire à celle qu'on accorde à d'autres types de travaux qui sont masculins. Et c'est un rapport de force. C'est un rapport de domination. En sociologie, c'est ça qu'on emploie. C'est un rapport de force. Et je pense que là, il y a aussi une prise de conscience avec la Covid, avec des phénomènes sociaux aussi, la grève féministe, d'une revendication, de reconsidération généralisée de la valeur qu'on accorde au travail des femmes. Et le discours qu'elles ont, c'est de dire, mais sans notre travail, sans le soin qu'on met à faire tenir ce monde ensemble, en fait, ça ne fonctionne pas. Et la grève féministe, et là je pense que tout le monde sera d'accord, j'espère, que les militantes seront d'accord, c'est aussi un débat, j'ai envie de dire, éthique ou politique ou déontologique sur la valeur qu'on accorde aux différentes activités dans ce monde. 14%, vous dites, de ces femmes qui sont payées moins de 4 000 francs travaillent à plein temps. Oui. Les autres, elles travaillent à temps partiel. Anne, je pourrais peut-être vous entendre là-dessus. Oui. C'est un des facteurs importants de la précarité liée au salaire des femmes, c'est le fait que beaucoup de femmes n'ont pas accès à un travail à plein temps ou ne désirent pas un travail à plein temps. Alors oui, peut-être ça nous permet de revenir en fait sur la notion de travail tout court, parce que là, en début de discussion, on a parlé du travail rémunéré dans les entreprises en tant que salarié. Mais en fait, le travail, c'est bien plus que ça. Il y a aussi beaucoup... C'est quoi ? C'est moi ? Il y a quelqu'un qui est caché dans un haut-parleur. Je réessaye, ça marche. Ouais, super. Il y a tout ce travail non rémunéré en fait qui est fait, mais qui est aussi du travail. Et puis c'est ce qu'on essaie aussi de mettre en avant en disant on va faire une grève féministe. En fait, une grève féministe, ça va s'étendre non seulement sur les lieux de travail rémunérés, mais aussi
partout ailleurs, dans toutes les autres sphères de vie où finalement on travaille en fait. Et puis juste pour aussi donner une idée de l'ampleur de ce phénomène, c'est que en Suisse on a un écart de revenus du travail, donc enfin annuel de 100 milliards de francs environ entre hommes et femmes. Ça veut dire que il y a 100 milliards de différents d'argent qui rentrent dans les poches des femmes et des hommes, alors que les deux genres, disons, travaillent tout autant les uns que les autres. Et puis, donc, ça revient à cette problématique-là que les répartitions du travail non rémunéré et du travail non rémunéré sont très, très, très inégalitaires. Ce qui fait que finalement, en fait, ces différences salariales dont on parle, elles expliquent qu'un quart de ces 100 milliards de francs, et les autres 3/4, c'est justement par rapport à cette répartition inégalitaire du travail rémunéré et du travail non rémunéré. Donc pendant que les hommes ils vont travailler dans une entreprise et seront salariés pour leur travail, les femmes, elles sont à la maison avec les enfants, avec leurs parents âgés qui ont besoin de soins ou d'autres personnes justement qui ont besoin d'aide. Et puis pendant tout le temps, elles vont travailler, elles vont être fatiguées, mais elles vont pas toucher de l'argent ni pendant leur vie active. Et puis ça va les pénaliser aussi pour leur retraite finalement. Sylvie. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est aussi un frein aux opportunités professionnelles. Alors moi, j'ai 2 casquettes. Alors oui, je suis patronne, j'ai aussi été employée. Et je pense que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, alors il y a effectivement le risque et puis à quel point on supporte ou pas de prendre des risques. Mais il y a aussi la structure et la conjoncture qui fait est-ce qu'on est dans un environnement qui nous permet de prendre ces risques. Moi, quand j'ai des périodes difficiles, je me dis toujours « Ah, j'aimerais tellement être un homme et avoir chez moi une femme qui me prépare les repas, qui fait ma lessive et qui fait tout ce qui me rendrait la vie beaucoup plus simple pour me concentrer sur mon activité entrepreneuriale. » Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas toute cette aide gratuite que proposent les femmes aux hommes. J'aimerais bien qu'on parle des répercussions que ça a sur la vie des femmes, le fait d'avoir des petits salaires. À chaque moment de leur vie, peut-être que Gilles Mellon, on peut vous entendre là-dessus. Déjà, est-ce qu'il y a des moments particuliers de fragilité pour les femmes liés à leurs bas revenus ? Oui, alors récemment, les études ont montré que, et c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais que vraiment au moment de la retraite, lors d'un décès ou d'un divorce, les femmes avec un bas revenu qui a été sur plusieurs années ou qui ont eu vraiment une longue pause familiale pour s'occuper des activités familiales ou du foyer sont vraiment à risque et ensuite viennent bien sûr demander normalement de l'aide à l'aide sociale et ça a un coût aussi pour la société finalement, toutes ces répercussions. Morgane, en préparant, vous me disiez, les femmes précarisées par des bas revenus sont triplement dépendantes parfois. Oui, je retourne un tout petit peu en arrière parce que je voulais sur le sous-emploi en fait des femmes. Il y a une donnée importante aussi, on oublie souvent, mais en gros, 1 femme sur 10 en Suisse souhaiterait travailler plus et est disponible pour le faire. Et donc, 1 femme sur 10, en fait, ne trouve pas en fait, de travail à la hauteur de ses, rémunéré, bien évidemment, à la hauteur de ses ambitions. Donc, ça dit aussi quelque chose, en fait, de cette forme de vulnérabilité vis-à-vis de l'accès, en fait, à un salaire. C'est ça la question principale. Et oui, je disais, en préparant, elles sont vulnérables, parce qu'elles sont pauvres, et parce qu'elles sont pauvres, elles sont aussi parfois dépendantes de ce qu'on appelle les aides sociales, soit l'assurance chômage, si elles sont en gain intermédiaire, soit l'aide sociale, si elles sont au social. Et donc, ça les met dans des situations parfois de triple dépendance vis-à-vis d'un patron qui dicte les horaires de travail, qui dicte la rémunération, qui dicte les tâches à effectuer, vis-à-vis d'un mari parfois, qui dit aussi « Chérie, j'aimerais bien que tu me prépares à souper et que le frigo soit plein, etc., etc. » Et vis-à-vis, en fait, souvent d'une assistante sociale, en fait, qui dit « Mais madame, si vous pouviez un petit peu augmenter votre taux d'occupation, là, vous êtes à 50, vous pourriez travailler à 8 ans, ce serait bien. » Et donc, ça les met dans des situations, en fait, où elles doivent rendre des comptes, où elles doivent se justifier, où elles doivent s'expliquer, en fait, vis-à-vis de personnes, en fait, qui ont des choses à dire sur leur propre vie. Et donc, la question de l'autonomie, pas seulement au sens économique, est-ce que j'arrive à payer mes factures, mais au sens de
qui décide de ma vie et qui décide pour moi, c'est un vrai enjeu pour ces femmes-là. C'est un vrai enjeu et on oublie souvent en fait que ce que demande le mari n'est pas forcément compatible avec ce que demande l'assistante sociale, qui n'est pas compatible avec ce que demande le patron. Et donc elles sont prises en fait, quand on les interviewe, elles sont vraiment aux prises entre des situations, et je ne parle pas des enfants, parce qu'elles ont aussi leur conscience de mère qui fait que c'est compliqué, mais donc elles sont écartelées entre ce qu'on appelle des injonctions contradictoires, où les uns et les autres demandent des choses qui sont incompatibles. Et c'est très fragilisant pour la santé mentale et physique, bien évidemment, puisqu'elles doivent faire des choix. Mais qui je choisis? Mon assistante sociale, qui est complètement revenue, mon mari, mes enfants? Comment est-ce que j'arbitre dans ces situations-là? Et un impact aussi sur la liberté, par exemple, de divorcer, de partir. Cette mise en dépendance, c'est aussi ça. C'est aussi le pouvoir que peut prendre un homme sur une femme. Absolument. Ça pose toute une série de questions. On dit toujours aujourd'hui... Société individualiste, liberté de choix, le divorce... Alors oui, bien sûr, effectivement, un mariage sur 2 en Suisse se termine par un divorce, donc elles ont pris ce droit, mais ça pose quand même toute une série de questions aussi de dépendance financière. On sait aussi en Suisse que 20% des conventions de séparation avec des revenus où on attend du mari, en fait, ne sont pas payées. Donc, en gros, les données statistiques, c'est 20% des contributions alimentaires qui ne sont pas payées. C'est pas rien, ça les met dans des situations aussi compliquées. Et puis, elles osent parfois pas demander aussi parce qu'elles se disent « mais si je me mets en conflit avec mon ex pour l'histoire de la pension alimentaire, comment vont se passer les relations avec les enfants ? Est-ce que j'ai vraiment... » Donc, ça les met dans des vulnérabilités qui sont absolument incommensurables. Et je reviens encore juste là-dessus aussi. Moi, dans les enquêtes qu'on a faites sur les femmes pauvres, j'étais très surprise, mais il y avait encore des modèles de famille, en fait, où... y compris si les femmes sont à l'aide sociale, en fait, le mari laisse 5 francs ou 10 francs sur la table de la cuisine en partant en disant tu rempliras le frigo avec les 10 francs qui sont à ta disposition. Donc, pas de compte en banque, aucune autonomie financière. C'est la Suisse 2017, donc on n'est pas... Et je me disais, tiens, en fait, j'avais une représentation en fait, d'un accès à un compte en banque, d'une autonomie qui était très très loin en fait, de ce que vivent certaines femmes dans des situations comme ça. Anne-Frise, vous aviez envie de mentionner, quand on préparait, vous m'avez dit ça, le fait que les plus précaires parmi les femmes, c'est-à-dire les revenus, là vous nous disiez 60% des femmes gagnent moins de 4 000 francs, mais il y en a plein qui gagnent moins que ça encore, et souvent elles croisent des critères de manque de liberté, par exemple, liés à leur statut, à leur permis, parce qu'elles ont un parcours migratoire. Donc là aussi, il y a un petit peu des phénomènes comme ça en chaîne, qui fragilise d'autant plus. Oui, donc voilà, on voit avec en fait la législation migratoire extrêmement restrictive finalement en Suisse, où il y a eu encore et encore des modifications, où finalement le recours à l'aide sociale elle est pénalisé. Donc si vous avez un permis B et que à un moment ou à un autre vous avez besoin d'aide, finalement le renouvellement de ce permis B il sera mis en danger. Et donc on se retrouve aussi avec des gens qui auraient besoin d'argent et auraient droit à plus d'argent, mais qui vont peut-être par peur de devoir sinon quitter la Suisse ou être dans une situation irrégulière, préférer de ne pas le demander et puis se serrer encore plus la ceinture et puis vraiment vivre beaucoup en dessous du seuil de pauvreté. Et peut-être ça nous permet aussi juste vite de toucher, enfin 2-3 mots là-dessus, c'est voilà, en fait il y a eu les femmes qui sont, enfin certaines femmes qui sont entrées sur le marché de l'emploi alors que d'autres l'étaient déjà depuis longtemps. Ça s'est aussi fait en externalisant en fait tout ce travail familial qui avait avant été fait au sein des familles. C'est pas les hommes qui ont commencé à en faire plus. Par contre, justement, on a engagé des femmes souvent migrantes, précarisées, de nouveau à des salaires très très bas, de nouveau parce que c'est du travail typiquement féminin qui était fait dans les familles et qui maintenant sont faits aussi dans les familles, mais dans les ménages privés par une personne externe. Et aussi par rapport à ça, il y a la loi qui protège beaucoup moins ces travailleuses parce qu'en fait, la loi sur le travail ne s'applique pas à elles. Donc en fait, toutes les protections au niveau de leur santé, des pauses, des vacances, elles sont pas là-dedans. Pourquoi ? C'est un peu ces préjugés. Donc ce qui est un travail dans un ménage, c'est pas la même chose qu'un travail dans une usine, dans un bureau. C'est pas du vrai travail. Encore ce travail féminin qui n'est pas considéré comme être un travail. Et puis par rapport à l'accès aux assurances sociales, le fait qu'il faille un salaire minimum pour le toucher, qui est fixé dans la loi et qui font que par exemple les femmes de ménage n'ont jamais un employeur qui leur verse suffisamment ou rarement
pour toucher ces assurances? Oui, il y a aussi, en fait, l'enjeu de le travail, disons, au noir, dans le sens que les employeurs ne déclarent pas leurs employés pour ne pas payer les charges sociales, parce que ça revient plus cher, ils préfèrent ne pas le faire. Et donc, une fois que ces personnes se trouvent dans une situation compliquée, genre, pareil, où elles sont accidentées, en fait, elles n'ont pas de perte de gain, et puis elles se retrouvent sans rien. Alors, on va ouvrir le chapitre des mesures en se disant on peut agir après avoir dressé un tableau un peu catastrophique. Gilles Mellon, vous travaillez au Bureau fédéral de l'égalité. Quels sont les tout pouvoirs de ce bureau, le mandat et le grand pouvoir du bureau? Alors le pouvoir est quand même limité par la volonté politique. C'est la Confédération, donc on travaille en partie sur demande du Parlement et du Conseil fédéral. Mais vraiment, ce qui est récurrent dans nos affaires, c'est le contrôle de l'égalité salariale sur les marchés publics. On en réalise plus d'une 30 par année. C'est pas énorme, mais à la longue, ça fait depuis les années 2000 que ces contrôles sont réalisés. C'est toujours des moments intéressants d'aller vraiment dans les entreprises pour contrôler ces données salariales, voir les différentes fonctions que ces personnes ont. C'est vraiment... On parle de discrimination salariale, mais qui sont rarement volontaires ou intuitives. C'est toujours des façons, principalement, d'utiliser des systèmes salariaux qui sont ensuite en défaveur des fonctions typiquement féminines. Ou alors, on l'a vu avec l'exemple de la ville de Genève, où des fonctions profitent de certaines primes, et c'est des fonctions typiquement masculines, et que les fonctions féminines n'auraient pas. Ouais. Et donc sinon, ça, c'est un mandat que vous avez de contrôler, mais vous n'avez pas le mandat de contrôler les entreprises privées. Non. Il y a eu une modification de la loi fédérale sur l'égalité en 2020 qui a obligé toutes les entreprises à partir de 100 employés de réaliser des contrôles d'égalité salariale avec une méthode reconnue, notamment la méthode de Logib qui est proposée par le Bureau fédéral d'égalité. Et ces entreprises doivent ensuite faire auditer, si on veut, leur analyse par des experts qui ont suivi une formation et qui sont reconnus par experts suisses. Et les entreprises doivent ensuite communiquer le résultat de l'analyse à leurs employés, ce qui amène plus de transparence dans les entreprises. Il y a malheureusement ou heureusement, c'est selon, pas de conséquences pour les entreprises qui ne rempliraient pas les conditions de l'analyse de l'égalité salariale. Et ça concerne les entreprises de plus de 100 employés. À partir de 100 employés. Qui sont largement minoritaires sur le marché suisse. Alors, qui emploient une majorité de personnes, mais qui, en termes de nombre d'entreprises, finalement, c'est plus les petites entreprises qui a le plus grand nombre de petites entreprises en Suisse. Mais les grandes entreprises emploient plus d'employés, donc l'effet est diffusé sur plus de monde. Je disais en vous présentant que vous étiez spécialiste des aides financières, il y a le Bureau de l'égalité au niveau fédéral a un budget pour épauler les entreprises, pour s'améliorer. Alors on n'épaule pas directement les entreprises, mais il y a 4,5 millions de francs par année qui sont attribués à des projets d'organisations à but non lucratif, mais qui ont comme but de développer des offres à destination des entreprises, ou alors comme but d'améliorer la répartition des genres dans des formations ou des professions typiquement masculines ou typiquement féminines. C'est les deux objectifs principaux de ces aides financières. Et à titre d'exemple, comme projet, vraiment où l'axe est donné, c'est sur la conciliation de vie familiale et vie professionnelle, pour aussi sensibiliser les entreprises à cette thématique, favoriser le retour à l'emploi des femmes ou le maintien à l'emploi des femmes au moment de la fondation d'une famille ou de l'arrivée d'un enfant, et aussi sensibiliser les hommes et les employeurs au fait que finalement le temps partiel pour les hommes est aussi possible, que de plus en plus d'hommes, heureusement, demandent aussi à réduire leur taux de travail au moment de l'arrivée de leur premier enfant, leur second enfant. Et actuellement, le problème principal auquel se rencontrent les employés et les employés, c'est que les structures dans les entreprises ou les structures dans la société n'est pas favorable finalement à ce que les deux parents réduisent leur taux d'activité.
Vous travaillez à Berne, vous voyez une différence de mentalité des deux côtés de la Sarine par rapport à ça? Alors, elle se voit aussi dans les résultats des votations, où il y a des cantons suisses-allemands qui sont encore très traditionnels, où la charge familiale est finalement une responsabilité individuelle, où l'État n'a pas à venir réguler finalement. Et on a vu pour le congé paternité qui est passé de 2 semaines, c'est déjà un progrès qui n'aurait pas pu être réalisé il y a des années en arrière, mais des cantons suisses-allemands ont dit non et sont contre. Puis sur plein d'autres thématiques, des cantons suisses-allemands aussi voient les questions familiales comme une responsabilité individuelle finalement. Sylvie. Moi, je voulais juste revenir par rapport au temps partiel et puis peut-être faire un lien avec ce que disait Morgane tout à l'heure. C'est-à-dire, en tout cas, dans la coiffure, les coiffeuses, elles veulent travailler à 100%. Elles ne pourraient pas travailler. Le salaire est trop bas pour qu'elles travaillent à temps partiel. Les coiffeuses qui travaillent à temps partiel, c'est souvent parce qu'elles ont des maris qui ont un salaire plus conséquent. Et puis là, pour moi, il y a aussi une différence entre le niveau de salaire. Parce qu'en fait, le gros défi, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut qu'une famille puisse vivre avec que la personne puisse vivre avec son salaire. Et ça, c'est le gros problème. Donc, quand on peut faire des études ou aider à ce qu'il y ait une égalité salariale, mais tant qu'il n'y aura pas un salaire qui permet à une femme qui est seule de vivre avec ce salaire, ce sera très très compliqué, vraiment. Morgane. On est sur les mesures, hein, donc je me permets un petit laïus sur le temps partiel. Les féministes sont très critiques sur le temps partiel depuis très longtemps, puisque temps partiel, ça veut dire protection sociale partielle, et donc mauvaise protection contre le risque de pauvreté. Par contre, la revendication qui permettrait un petit peu mieux, vous dites concilier, je dis arbitrer entre les différents espaces de vie, le temps professionnel et le temps privé, en fait, c'est la diminution générale du temps de travail. Oui, je voulais quand même le dire, parce que c'est quand même autre chose. Ça veut dire que si on diminue les heures de travail, en fait, sans diminuer le salaire, qui permettrait quand même de maintenir un niveau de vie, parce que bien évidemment, les femmes, elles sont mal prises avec un salaire à moins de 4 000, avec un 50%, ça ne fait pas beaucoup d'argent pour faire brouiller la marmite. Hein. Anne-Fritz, je voyais que vous preniez des notes. Alors, j'enchaîne pour soutenir ce que vient de dire Morgane. Donc, effectivement, ça, c'est aussi une des grandes revendications de la grève féministe de 2023. Et puis, donc, non seulement la diminution du temps de travail, mais aussi en gardant le même salaire et en n'augmentant pas les cadences, parce que ça pourrait sinon avoir des effets pervers. Et puis, donc, voilà, ça permettrait de au moins dormir un petit peu plus tout en faisant encore son deuxième travail. Mais en plus de ça, il faut aussi un changement de mentalité, parce qu'on ne veut pas diminuer le temps de travail de tout le monde, mais que finalement, en fait, les femmes, elles continuent d'avoir leur double jour de travail, et les hommes, ils vont jouer au foot ou au tennis, comme ça. Et donc, par rapport à ça, il y a aussi la question des congés parentaux, en fait, qui vient se poser, qui permettrait déjà, depuis le début, si on force les pères aussi à prendre leur congé, parce que là, on a le congé parental en vigueur depuis 1-2 ans, et puis paternité, pardon, et pas tous les pères ne le prennent, ce qui est quand même assez scandaleux. Mais donc voilà, ça permettrait aussi de faire en sorte qu'il y ait une prise en charge qui soit plus égalitaire, et puis qui ensuite, espérons-le, donne un peu une impulsion positive pour en fait le reste de la vie. Et puis voilà. J'avais envie de vous entendre juste par rapport à ce qu'on a entendu de la part de Gilles sur les mesures qui sont actuellement faites au niveau de la Confédération, qui sont des mesures de contrôle où on incite plutôt les gens à s'auto-contrôler et ensuite à transmettre leurs données, mais sans pénalité possible en fait. Ça, est-ce que vous le percevez comme un frein à une meilleure égalité des salaires? Ah oui, clairement. Donc en fait, quand il y a eu la révision de la loi sur l'égalité, les féministes, elles ont vraiment, enfin, les féministes, disons, de gauche ou syndicalistes ont vraiment demandé des contrôles et des sanctions. Parce que sans mesure de sanction, en fait, tout ce qui se passe, c'est les employeurs, ils vont recevoir du bureau de l'égalité des recommandations et voilà. Et c'est fini. Donc en fait, et puis on voit, si on peut avoir du salaire moins cher quand il y a une pression économique, etc. On va prendre, on va payer à la baisse les gens. Et donc ça, c'est un grand problème. Et puis
voilà, pourquoi on a ça, c'est aussi on n'a jamais eu un gouvernement de gauche au niveau fédéral dans ce pays, et puis ça se voit au niveau des lois du travail, enfin c'est hyper libéral. Donc finalement, en fait, il y a très très peu de protection des travailleurs et des travailleuses, aussi pour les luttes qu'on a à mener au niveau de la protection des délégués syndicaux, la protection du licenciement, et puis ça rend extrêmement difficile en fait d'améliorer par le bas en fait ces conditions de travail. Donc ça aurait été bien qu'il y ait des sanctions prévues dans la LEG. Moi, je voulais revenir sur l'histoire des temps, des taux plus bas. Alors, ce qui serait très apprécié des coiffeuses, de pouvoir travailler moins, payer la même chose. Alors là, du coup, je prends ma casquette de patronne. Et pour dire que c'est qui c'est qui finance ? Qui c'est qui finance ? Parce qu'il y a ça aussi, c'est que finalement, oui, je suis persuadée que si je disais ok aux coiffeuses, maintenant c'est 35 heures pour le même prix, elles seraient ravies et probablement que je serais la meilleure patronne du monde. Mais on ferme boutique aussi. Mais vraiment. Donc du coup, qui c'est qui finance ? Ça, c'est Anne. Alors, en gros, l'argent existe. En fait, les inégalités, elles augmentent depuis des décennies et des décennies. Elles augmentent et augmentent et augmentent. Et finalement, on fait du travail mal rémunéré. Et en même temps, il y a d'autres gens qui s'en mettent plein les poches, en fait. Donc, par rapport à ça, déjà, si t'es pas la seule patronne à avoir un 30 heures ou un 35 heures par semaine, mais que tout le monde doit faire ça, parce que ça devient la loi, donc c'est ça l'idée, c'est qu'il y a une diminution du temps de travail au niveau national. Donc déjà, il y a moins de concurrence aussi entre les différentes entreprises. Donc voilà, ça facilite, ça diminue aussi la pression. Moi, en tout cas, quand on a créé Tribu Urbaine à l'époque, et maintenant que je suis seule dans l'entreprise, on avait eu cette utopie de se dire, on utilise les règles du capitalisme, mais pour avoir un impact positif sur notre environnement. Au départ, c'était vraiment au niveau de plus d'inclusivité, vu que Tribu Urbaine, c'est des salons de coiffure qui sont spécialisés dans le soin et la coupe des cheveux texturés, à savoir bouclés, frisés, crépus, portés au naturel. Et on s'est dit déjà, on propose une prise en charge différente. Et aujourd'hui, en tout cas, mon rêve, ce serait de faire en sorte que le capital appartienne aux coiffeuses. C'est-à-dire que, on a ouvert le capital à nos clientes. On a notamment la gérante du salon de Genève qui est rentrée dans le capital de l'entreprise. Et ça, ce serait quelque chose, en tout cas un modèle auquel moi j'aspire, de me dire, mais finalement, si les coiffeuses, elles ont du capital de l'entreprise, c'est aussi une manière, si on arrive à faire fonctionner ce modèle d'affaires, pour qu'elles puissent s'en mettre un peu plus dans les poches. Mais c'est toujours une histoire de modèle d'affaires, parce qu'on parlait en préparant l'émission, moi j'ai été jusqu'à l'année dernière payée la même chose que mes coiffeuses, donc je gagnais 4002. Donc ça veut pas dire, c'est pas parce que je suis patronne que mon modèle d'affaires est plus efficace parce que je suis patronne. Il faut aussi trouver une manière pour accélérer cette rentabilité et pour que ce soit intéressant pour les employés aussi. En tout cas, en tant que patronne, c'est plutôt là-dessus que je travaille. On a entendu tout à l'heure, je conclus avec cette question comme ça, on a un peu de place pour les questions quand même du public, mais Stéphanie nous disait tout à l'heure qu'on pouvait se rendre à une exposition autour de ces tentatives ou ces revendications d'avoir du travail non payé qui deviendrait du travail payé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, ce serait des mesures possibles, crédibles, enviables, de se dire, tiens, le travail de maternité, le travail de ménage, le travail de course, ça vaut quelque chose et si l'État paye. Anne ou Morgane. Il y a des grands débats parmi les féministes de si c'est une bonne solution ou pas. Est-ce que ça assignerait du coup les femmes davantage au foyer ou est-ce que ce serait super parce que du coup il y aurait une indépendance économique, etc. Mais peut-être une autre solution, super, c'est la collectivisation de ce travail à travers les services publics. Donc aussi, quand est-ce qu'on aura des crèches publique, gratuite, une place par enfant, c'est pas encore le cas, mais ça c'est une revendication à avoir par exemple et à porter. Et puis pas seulement les crèches. Et avec les bonnes conditions de travail, disons, donc à voir comment, avec la flexibilisation. Et qui répondent aux besoins de tous. Mais voilà, qui répondent aux besoins, parce qu'aujourd'hui à Genève, voilà, il y a la revendication que ça soit municipalisé déjà, que ça devienne public et que ce soit pas que des fondations privées, des associations bénévoles, etc. qui gèrent ça. Mais on est aussi dans un déficit de place. Il y a 3800 parents qui essayent, enfants qui devraient être placés et qui ne le sont pas.
Morgane, et après on passe la parole au public. Oui, je voulais juste revenir sur l'histoire du débat entre féministes sur le salaire ménager. Je pense que c'est quand même un enjeu important en fait. Le débat des féministes, il porte en fait sur à qui sert le travail domestique ou à qui sert le travail gratuit. Est-ce que le travail gratuit sert au groupe des hommes qui bénéficient du fait qu'on leur lave leurs chaussettes et qu'on leur prépare leurs sacoches et tout ça? Ou est-ce que le travail domestique reproductif bénéficie aux employeurs qui en fait utilisent en fait une main-d'œuvre fraîche et dispose chaque matin, puisque en fait ils n'ont pas à assumer en fait la charge d'aller faire les courses, etc. Et bien évidemment en fait, en tout cas une grande partie des féministes aujourd'hui disent en fait c'est un monstre à deux têtes en fait. Ça sert aux deux. Ça sert à la fois au groupe des hommes qui bénéficient d'être frais et dispo, mais ça bénéficie aussi aux employeurs, puisque en fait ne pas comptabiliser ou prendre compte ou reconnaître ce travail, enfin ce que ça prend comme temps en fait de faire la lessive, de s'occuper des enfants, de remplir le frigo, c'est un temps énorme. Et bien évidemment en fait ça sert indirectement l'employeur qui a quelqu'un qui peut travailler 10, 12 parfois heures par jour, et puis arriver le lendemain étant frais et dispo. Et donc, c'est un vrai enjeu de discussion entre féministes. Et je pense qu'il n'y a pas quel employeur. Des employeurs qui embauchent que des femmes, elles ont moins ce... Alors, bien évidemment, elles ont beaucoup moins. Mais c'est aussi pour ça, si je reviens juste sur le temps partiel, dans le travail social que je connais quand même vraiment bien maintenant, là, il n'y a pas de poste à plein temps, en fait. Il n'y a pas de poste à plein temps, parce qu'en fait, outre le fait que le travail est très pénible et très coûteux émotionnellement, en fait, c'est beaucoup de femmes. Et les femmes ont cette charge. Et donc, en fait, les employeurs savent que ça tient pas le choc, en fait. Et donc, on ne trouve pas de poste à plein temps. Et donc, ça, c'est le serpent qui se... Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait, et on sort très mal de cette... D'où le risque, en tout cas parmi mes employés, le risque de burn-out. Parce qu'elles doivent travailler à 100%, parce qu'elles n'ont pas les moyens de travailler à moins. Elles sont dans des couples relativement conservateurs qui font qu'elles ont de la double journée de travail. Donc, elles cumulent. C'est une position très compliquée. Donc on se rend compte qu'on peut prendre ça par tous les bouts. En tout cas, en matière de mesures, il y a sans doute beaucoup de mesures touchant soit à la vie privée, à la répartition des tâches hommes-femmes, à l'organisation, pourquoi pas à un salaire de base inconditionnel. Tout ça, ce sont des pistes pour aplanir sans doute les inégalités salariales. Je vous remercie tous les quatre. J'aimerais bien qu'on puisse passer le micro, sachant que les questions sont ouvertes à toutes et à tous, et que si vous voulez poser des questions ici, je passerai le micro à la traductrice. Bonsoir. J'ai une petite question sur les crèches. Justement, j'ai été confrontée à ces difficultés. Habitant un petit peu en dehors de la ville, j'ai eu en fait une proposition de crèche de 2 jours, en fait, et ensuite une très grande difficulté de trouver pour les 3 autres jours un moyen de garde. N'étant pas née en Suisse, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre cette organisation. Alors, si vous pourriez un petit peu m'expliquer, parce que je dois vous dire qu'autour de moi, il y a plein de femmes qui ont 4, 5 enfants. Donc, je veux dire, il y a quand même des enfants, mais comment font les femmes ici? En tout cas, à Genève. Parce que pour moi, c'est un mystère. Vous venez d'où, si ce n'est pas indiscret? Pays de l'Est. C'est pas comme ça. 50 francs par mois, la place de crèche, premièrement, pas d'attente, une multitude de solutions autres que la crèche, grand-mère, tante, très disponible puisque elles prennent la retraite relativement jeunes, certaines. Et aussi d'autres solutions comme plein d'écoles maintenant, des Montessori et tout, où les gens en profitent vraiment beaucoup de solutions, quoi. Est-ce que quelqu'un se sent de répondre à cette question? Parce qu'en fait, moi j'ai eu beaucoup de difficultés psychologiques à comprendre pourquoi on me donne que 2 jours. Et ensuite, je ne trouvais pas de nounou parce qu'elle me disait « Ah, mais il faut attendre 2 ans parce que là, c'est sur une liste. » Morgane se lance. Je ne connais pas bien Genève, je connais mieux le canton de Vaud, mais c'est sûr qu'on avait donné un ordre politique à un enfant une place de crèche qui n'a pas tout à fait été respecté aujourd'hui. Il manque des milliers de places de crèche en Suisse, ça c'est vraiment un phénomène bien connu, et y compris pour des enfants qui sont à naître, c'est-à-dire que vous inscrivez votre enfant à 3 mois de grossesse, votre enfant naît,
Et des fois, il faut attendre encore 5 ans, 3 ou 5 ans pour que vous ayez une place de crèche. Donc moi, par exemple, je travaille à 100% comme professeur dans une école. J'ai eu ma place de crèche 2 jours avant de recommencer à travailler. C'était invivable, en fait. Je ne sais pas si vous imaginez l'état de stress dans lequel j'étais. Donc c'est un système, c'est un enfer. En Suisse, il y a plus ou moins 30% des enfants qui sont gardés par leurs grands-parents. Donc c'est aussi une prise en charge qui est une prise en charge familiale, en fait. Il y a très peu d'enfants qui vont en crèche. Et puis il faut savoir que comme il y a peu de places de crèche, en fait, les crèches doivent privilégier les familles dans lesquelles les 2 parents travaillent. Et là aussi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait, parce que si vous voulez trouver un travail, il ne faut pas avoir d'enfants sur le dos. Et donc, en fait, les crèches sont évaluées en fonction du taux d'occupation des parents. Et donc, elles privilégient, en fait, les parents qui sont déjà en emploi. Ce qui, bien évidemment, privilégie les familles classe moyenne, voilà, qu'on connaît bien par ailleurs. Il y a un système qui s'est développé un petit peu dans le privé, en fait, mais avec toute une série de problématiques aussi, accès à des nounous, etc. Et ça me permet juste de revenir aussi sur quelque chose qui a été dit avant, sur la question de qui prend en charge nos enfants, en fait. Parce que toute une partie de nos enfants sont en fait pris en charge par des femmes qui ont migré, souvent des pays du Sud. Et en fait, il y a un article, une super sociologue qui s'appelle Arlie Hochschild, qui dit que, en fait, ça s'appelle le nouvel or du monde, en fait. On a vidé les pays du Sud de leurs femmes en bonne santé, en fait, parce qu'elles sont venues s'occuper des enfants des femmes blanches qualifiées et bourgeoises, mais que ça pose toute une série de problèmes aussi dans les pays du Sud. Par exemple, les taux de suicide des enfants, avec un phénomène de répercussion, en fait. Voilà. Donc, sur la question des crèches, moi, j'ai envie de dire, en fait, c'est pour l'instant, en fait, en Suisse, c'est une catastrophe politique. Enfin, je pense qu'on est assez unanime sur le constat. Et avec, en plus, souvent une pénalisation des femmes qui cherchent à s'inscrire sur le marché du travail. On leur dit, allez-y, madame, il faut travailler maintenant. Le conseil fédéral, les conseillers en placement, les assistantes sociales, etc. Mais en fait, elles ne sont pas disponibles pour travailler puisqu'il n'y a pas de prise en charge des enfants collective, en fait. Mais moi, je rejoins vraiment ce que tu disais, ce que vous disiez. C'est que c'est une décision politique. Je pense qu'il faut une décision politique, il faut des fonds. C'est vraiment au niveau macro qu'à un moment donné, il faut poser le fait que c'est une priorité. Mais oui, mais... Je rebondis là-dessus. Alors, juste pour des questions très pratiques, alors moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas été confrontée à ce problème, donc s'il y a des parents dans la salle qui ont des bons tips, peut-être après vous pouvez les lui partager. Et puis par rapport aux moyens, effectivement, il faut des moyens. Donc qu'est-ce qu'on a Dès qu'il s'agit de moyens financiers, en fait, les moyens, ils manquent. Donc c'est super, les principes, les stratégies nationales pour l'égalité, les semaines de l'égalité, c'est génial, c'est une sensibilisation, etc. Mais quand il s'agit de mettre l'argent pour créer des places de crèche, pour des travailleuses qui seront bien payées, qui auront des bonnes conditions de travail, etc., et puis que ce soit internalisé dans la fonction publique aussi, que ce ne soit pas délégué à des privés qui font du dumping salarial, où les conditions d'accueil des enfants sont atroces, les conditions de travail sont atroces, enfin voilà. Tout à coup, en fait, il n'y a pas d'argent. Et puis ça, c'est vraiment une décision politique. Et puis justement, c'est un problème structurel. Et puis donc, il ne peut que avoir une réponse structurelle à ça. On ne peut pas... Enfin, des réponses individuelles, elles peuvent peut-être mettre des petits pansements sur la plaie de certaines personnes individuelles, mais ça ne va pas solutionner ce truc général, en fait. Bon, voilà, finalement, tout le monde a répondu à cette question difficile. Là, il y a une main. Est-ce qu'il y a un micro? Merci. On vous écoute. Oui, moi je voulais revenir sur cette question des enfants. Je pense qu'en Suisse, on a un modèle familial qui n'est pas celui des pays de l'Est, mais pas non plus celui de la France. C'est-à-dire que les familles vivent sur un salaire. C'était la tradition jusqu'à un certain moment. Et aujourd'hui, ce modèle est complètement en crise. Ça veut dire que la femme est à la maison, l'homme a un salaire qui permet de vivre à peu près décemment, entre guillemets. Mais ce modèle, il est complètement à plat parce qu'avec le prix des loyers, c'est clair que ça ne marche plus du tout. Et puis, il y a aussi des changements, je dirais, sociaux qui font que les femmes aspirent à autre chose qu'à ça. Elles revendiquent leur autonomie. Mais ça explique un facteur d'inégalité qui est énorme, c'est que vous pouvez avoir des couples qui ont à peu près la même formation, qui se partagent les tâches ménagères tant qu'ils n'ont pas d'enfants.
arrive le premier enfant, la femme travaille à mi-temps, et c'est le cas de 60% des femmes. Arrive le deuxième enfant, ça augmente encore le nombre de femmes qui travaillent à mi-temps, parce qu'elles ne trouvent pas de crèche. Peut-être qu'elles ne souhaiteraient pas nécessairement travailler à mi-temps, et là, il y a la question que vous souleviez, qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient travailler plus, mais qu'elles ne trouvent pas les crèches, mais pas non plus les personnes qui leur donnent un taux de travail qui augmenterait. Donc, effectivement, les conditions pour que l'égalité progresse en Suisse sont vraiment très mauvaises. Une des choses que ça peut soulever, vous dites, elle travaille à mi-temps parce qu'elle ne trouve pas de place en crèche, mais pendant ce temps, lui ne travaille pas à mi-temps alors que lui non plus n'a pas trouvé de place en crèche. Et travailler sur ce facteur-là, c'est-à-dire la responsabilisation des hommes par rapport à tout cet espace du travail domestique, du travail familial. Est-ce que, par exemple, au Bureau fédéral de l'égalité, il y a de la sensibilisation, il y a des campagnes qui sont faites là-dessus? Alors, il y a une campagne qui a été réalisée autour des années 2015 qui s'appelait Fair Play at Home et Fair Play at Work. Ça incluait aussi les employeurs pour vraiment sensibiliser les hommes, les employeurs et les mères et les pères aux questions de répartition des tâches, d'accueillir l'arrivée d'un enfant. Mais c'est quelque chose, on voit, qui finalement c'est un pavé un peu, un grain de sable au milieu du désert, si on veut. Mais je vous rejoins, hein, la question focale, je l'ai dit avant, c'est l'arrivée d'un enfant. Les structures en Suisse actuellement ne sont pas faites pour que les deux parents puissent travailler au taux auquel ils souhaiteraient. Au Parlement, pour ajouter encore des éléments, c'est vrai qu'en Suisse, on a aussi une structure fédéraliste qui crée souvent des questions de qui a la compétence de financer, de mettre en œuvre, etc. Et au Parlement, actuellement, c'est compliqué de trouver un consensus sur les questions des crèches, l'accueil extrafamilial, mais une solution qui se dirigerait vers quand même un financement de la Confédération un peu plus important, mais au cas par cas. Et on n'irait pas vers une solution, je crois qu'en France, ils ont ça, si je ne dis pas de bêtises, que le public prend vraiment en charge les enfants à partir de la petite enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Donc c'est pas vers cette direction, en tout cas pour l'instant, si j'ai bien suivi les débats, qu'une décision se dirigerait. Je vous ai encore... Mais ça aussi, en fait, vous avez raison, on dit aujourd'hui on est dans le modèle 1,5, un salaire et demi. En fait, pour vivre en Suisse, il faut un salaire et demi, un homme à plein temps et une femme à mi-temps. C'est le modèle principal des couples avec enfants aujourd'hui en Suisse. Mais en gros aussi, on dit toujours depuis que les femmes travaillent, mais les femmes qui étaient célibataires, elles ont toujours travaillé. Et les couples où il y avait des femmes migrantes, en fait, où les salaires étaient très bas, ils ont toujours travaillé, les deux à plein temps. Donc en fait, quand on dit depuis que les femmes travaillent, on devrait dire depuis que les mères suisses travaillent, parce qu'en fait les autres, elles ont toujours bossé full-time. Donc c'est un phénomène aussi, enfin, voilà. Et puis il y a aussi un enjeu, en fait, il y a une enquête très intéressante de l'Université de Genève qui est sortie, moi en tout cas elle m'a beaucoup parlé, en fait, parce qu'elles ont comparé en fait les modèles de couple biactifs en Suisse et dans d'autres pays européens. Donc elles sont allées voir en fait qui sont les personnes en Suisse qui travaillent, un homme et une femme à plein temps en fait. Et en Suisse, c'est les pauvres qui travaillent à plein temps. En fait, c'est les familles migrantes dans des emplois peu qualifiés, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à tourner. Mais les avocates, les profs d'uni, les profs d'école et tout ça, en fait, elles sont pas dans ce modèle-là. En fait, elles sont dans un modèle monsieur à plein temps, madame à temps partiel, avec des horaires fixes, en fait. Et donc, quand on regarde en Suisse qui travaille à plein temps, en fait, on a souvent des gens issus des classes populaires, migrantes, dans des salaires très peu rémunérés, avec bien évidemment des niveaux de santé aussi qui vont avec ces problématiques. On parlait avant de la pénibilité, des horaires à rallonge, le travail le soir, etc. Avec bien sûr une répercussion sur les enfants aussi. Donc on reproduit en fait des inégalités, j'ai envie de dire, de classe, de race en fait, à travers ce système-là qu'on doit problématiser en fait. Et c'est un des vrais enjeux de la lutte et de la grève féministe en fait, de penser en fait le modèle de société dans lequel on vit en fait, pour éviter en fait, sous prétexte d'avoir accès à des prestations bien, d'amoindrir ou de dévaloriser ou de précariser en fait d'autres groupes de femmes. Voilà. Merci. Je regarde juste s'il n'y avait pas une autre main avant de redonner la parole à une personne qui s'est déjà exprimée. Il y avait quelqu'un tout à l'heure, j'ai vu... Non, il n'y avait pas une main par ici. Moi, j'ai
va passer le micro. Non, j'étais étonnée par rapport à ce que vous avez dit que ça ne marchait pas, parce que dans mon entourage, j'ai un couple qui, en l'occurrence, regrettait amèrement que le congé parentalité n'existe pas, parce que les deux travaillent à plein temps et ont des revenus assez hauts. Et là, en fait, le père aurait voulu s'occuper des enfants, vraiment des bébés, et c'était impossible, hein. Et la femme rongeait son frein parce qu'elle voulait absolument retourner travailler. Donc ça existe. Qu'est-ce que vous faites pour le congé parentalité? Quand est-ce qu'il arrive? Alors, encore une fois, en tant qu'administration fédérale, on ne peut rien initier, vraiment. Et c'est là aussi qu'on a une arme qui est ce qu'elle est, mais qui fixe les choses de manière durable, c'est le vote. Il faut aller élire des personnes qui ont votre sensibilité. La grève des féministes a quand même fait changer pas mal de présence de femmes dans les différents exécutifs, ce qui est très bien. Mais voilà, il reste, et je parlais de la campagne spécifique par rapport à la sensibilisation qui était un moyen, mais qui ne suffisait pas pour vraiment sensibiliser de manière large et concrète. Mais bien sûr que c'est nécessaire de sensibiliser et de continuer à le faire. Vous n'allez pas lâcher ça, quand même. Non. Mais actuellement, c'est pas dans nos activités. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Je vous propose de prendre une dernière question parce qu'on est arrivé à l'heure. Là, il est 8h30. Il y avait encore quelqu'un. Vous vouliez poser une autre question et puis ensuite on conclura. Oui, il y a quelqu'un de... Merci beaucoup pour votre réponse, ça m'éclaire. En fait, je vois beaucoup de papas qui travaillent à mi-temps ou qui ne travaillent pas parce que leur femme a des postes haut placés. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça autour de moi aussi. Et je voulais un petit peu vous demander, qu'est-ce que vous remarquez dans la société au niveau des femmes suisses? Je trouve qu'elles ne sont pas très bien traitées. Premièrement, une violence quand une femme elle accouche, elle attend des mois et des mois pour avoir une place. Deuxièmement, une sorte de pression professionnelle quand même, je vois, parce que les femmes, elles se battent, hein, je peux vous dire, pour arriver à ce qu'elles font. Donc autour de moi, il y a des femmes qui sont très très intelligentes et qui ont vraiment mérité leur place. Et en plus de ça, elles doivent vraiment trouver un mari qui accepte ça. Et qui accepte en plus de ça d'être un peu inférieur à elles et de s'occuper des enfants. Parce que je vous dis qu'à 4 heures, à la sortie de l'école, je vois beaucoup de papas traîner avec des baskets et qui font plus que leurs femmes à la maison. Donc c'est vraiment sur beaucoup de plans qu'elles doivent se battre, hein, les femmes en Suisse. Et je trouve finalement que je ne sais pas à qui ça profite parce que finalement ça crée pas mal de tensions aussi dans les couples. Qui va garder l'enfant voilà. Je ne comprends pas pourquoi cette organisation-là. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je sais pas si on peut répondre à ça. Statistiquement, les hommes à la maison pendant que leur femme a un haut revenu, ça reste très périphérique. C'est très marginal, oui. Ouais. Je crois qu'en deux têtes, comme ça, en dessous des 10% des hommes arrêtent une activité professionnelle à l'arrivée d'un enfant. On n'a d'ailleurs pas évoqué cette différence salariale, puisque c'était là-dessus qu'on parlait dans les très hauts revenus, où les chiffres publiés hier, 8 mars, montraient aussi que parmi les hauts revenus, il y a des très grandes différences salariales entre hommes et femmes, tout comme dans les tout bas revenus. Mais merci de votre témoignage. On peut se réjouir qu'il y ait tous ces hommes en basket à la sortie de l'école, finalement. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir discuté sur ces questions-là, et merci à vous. Et Stéphanie, il y a un apéro, c'est ça? Oui, voilà. Donc, il y a une verrée qui vous est offerte à la sortie de la salle. Merci beaucoup au panel de ce soir. Merci à Laurence, merci à Marie-Ève, merci aux interprètes, merci à tout le monde, à vous d'être là aussi. Et puis, santé. Et puis, on peut continuer les discussions dans l'autre salle. Merci beaucoup.